Nous accueillons un célèbre inconnu, Edoui. Je vous prie, il nous prie de l'excuser, je parle là de notre président Pignard, qu'on ne soupçonne pas de sacrifier au rite du match de foot, mais qui a la grippe. Bon, bonne santé à Pignard. C'est pas tout à fait... ça va bien que ce soit moi d'ailleurs qui présente notre hôte, puisque en septembre dernier, lors de notre dernière Assemblée Générale, j'avais suggéré qu'on fasse cette conférence avec Edoui, ayant lu son bouquin, qui est, inutile de dire, tout à fait intéressant. Entre parenthèses, vous en avez là des exemplaires. Vous vous précipiterez parce qu'il n'y en a que 18. Vous vous battrez. Il est à 19,50. J'ai pour la monnaie des pièces de 50 centimes pour solder. Mais ça sera après. Et peut-être qu'Edoui vous fera une gentille dédicace. Qu'est-ce que je dois dire? Ce soir, voyez-vous, l'homme à la caméra, ce n'est toujours pas Zika Vertov, mais ce n'est pas Simon, notre habituel Simon Aderhold, qui, lui, n'est pas au football, mais à New York. Donc, il a su se faire remplacer par le monsieur que nous saluons là, qui s'appelle Tristan. Donc, Tristan va filmer. Et de son côté... Pendant que, je vois qu'il n'a pas... As-tu du papier, un crayon? Francis, là-bas, prendra des notes, puisque le week-end prochain, un bref compte-rendu, dont Francis sera l'auteur, paraîtra sur le site, suivi de la vidéo de Tristan. S'il en est parmi vous qui ne sont pas dans... sont des premiers, ne sont pas habitués à nos pratiques, ils pourront s'inscrire là avec leur numéro, s'inscrire là avec leur adresse mail, et ils recevront un message qui leur dira que la chose est sur le site. D'accord? Alors, Alors, il s'agit d'un livre, d'abord il s'agit d'un livre étrange, puisqu'il s'appelle L'épreuve et la contre-épreuve, et quand l'épreuve et la contre-épreuve, et quand on l'ouvre, on a d'abord la contre-épreuve, puis l'épreuve. C'est à n'y rien comprendre. Alors, pour ce qui est de la contre-épreuve, si je me trompe, non, si, pour ce qui était de l'épreuve, il s'agit d'un texte qu'Edoui avait fait paraître chez Stock, il y a pas mal d'années, qui concernait la Yougoslavie. Et là, à contre-épreuve, là, il nous est parlé d'Ukraine. Quel rapport? Ce sera là le sujet. Une ou deux petites remarques. La situation, l'affaire, c'est pas la peine de le dire, elle est dramatique. Mais elle laisse en France plus d'un déconcerté. Au point que on évoque, ainsi que l'a fait Serge Alimi dans le monde diplomatique, qui fait une charge en règle contre Edoui, pour son livre. Edoui aurait donc oublié la grande tradition de Guesde, de Rosa Luxembourg, Lénine, bref, grands personnages, Jaurès, qui étaient des pacifistes. Ce monsieur serait un belliciste. Faites gaffe. Bien. On remarquera, vous aurez peut-être lu aussi, je voudrais évoquer ce personnage qui ne manque pas d'intérêt, qui est d'origine géorgienne, qui est né Zoura Bishvili. On apprend d'ailleurs, quand on s'intéresse au personnage, qu'elle a été très largement élevée par la famille Bardèche. Bardèche, ça vous dit quelque chose? Hein? Le beau-frère de Brasiac. Donc cette noble dame
dont le père, Georges, émigré russe blanc en France, fut assassiné en 1944 pour des... il y avait quelques raisons. Il y avait sans doute des raisons à ça. Vous étudierez la biographie de Georges Zourabichvili. Donc, sa fille, Hélène Zourabichvili, s'appelle maintenant Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Elle a fait partie de ces gens que Macron a consultés pour se faire une opinion sur la Russie. Et comme vous le savez, c'est une historienne de la Russie. Et son propos lors de cette réunion, il y a quelques années à l'Élysée, était « Poutine n'est pas un mangeur d'enfants ». C'est vrai d'ailleurs. Bon. Et on voit donc là, là c'est poussé à la caricature, mais on voit donc là qu'il y a une certaine... On est un petit peu déconcerté entre, je veux dire, nos tendances. Notre tendance d'impérialisme, il n'y en a qu'un, c'est l'américain. Les fauteurs de troubles et de guerre, il n'y a que le camp occidental. Et en aucune manière, la Russie ne peut être criminelle. Donc, on est dans une situation extrêmement troublée, n'est-ce pas? Et donc, c'est bien pourquoi, et la présence d'Edoui pourrait tenter de nous éclairer, puis vos questions ensuite, sera est très opportune. Alors, pour la... Edoui va causer 40 minutes, ou 45 s'il le veut. Ensuite, on passera le micro dans la salle. Vous ne serez pas filmé, parce que Tristan ne sait pas jouer avec sa caméra, la tourner. Vous parlerez, vous serez enregistré. S'il vous plaît, vous signalerez en préambule à votre question, vous direz votre prénom, et vous serez enregistré, et ça figurera dans la vidéo de la conférence. Voilà, bon, ben, j'ai tout dit. À toi, camarade. D'accord. Bon. Merci Philippe, et bonsoir à toutes et tous. Tu as oublié de dire qu'il y avait un vin chaud à 5 €, qu'il ne faut pas oublier après. C'est pour moi très important de rendre compte, hein, c'est pas moi qui vais vous éclairer, c'est plutôt de discuter et de cheminer ensemble à l'invitation de la société Louise Michel, puisque cette société, pour résister à l'ère du temps, comme vous le savez, est née autour de Daniel Ben Saïd. Je vais convoquer un peu ce petit fantôme amical parce que ces deux livres qui sont rassemblés, l'épreuve et la contre-épreuve, ont en effet chronologiquement d'abord un livre qui est paru en 99, l'épreuve, au moment de la guerre du Kosovo, hein, de la fin guerrière du cycle yougoslave, pour ce qui est de tout ce qui s'est passé, et notamment, vous le savez, en Bosnie, avec des crimes contre l'humanité et avec tout un moment qui, peu de temps après la chute du mur et la fin de l'Union soviétique, on pourrait dire en même temps, puisque les discours nationalistes grands serbes de Milosevic datent de ce moment-là, en 91-92. C'est ce moment-là qu'a surgi, sur la fin de ce continent du socialisme dit réel, a surgi devant nous de l'inédit. De l'inédit qui ne rentrait pas, a priori, dans les codes habituels de raisonnement des gauches par rapport à ces pays, y compris des gauches opposantes au stalinisme et à ce qu'il avait produit. On avait tout d'un coup, au cœur de la Yougoslavie, qui elle-même avait été en dissidence apparente avec Staline, tout d'un coup, des gens venus du Parti communiste, venus de l'appareil d'État
de la tradition communiste, de ces pays-là, de l'État du parti unique, qui, ni une ni deux, dans ce moment de basculement, épousaient des idéologies d'extrême droite, des idéologies identitaires, des idéologies racistes, des idéologies xénophobes, des idéologies d'effacement, voire jusqu'à ce qui s'est passé à Srebrenica, puisque ces mots produisent toujours des actes d'effacement de l'autre. Nul hasard, vous le verrez si je fais une petite résonance avec nos débats de l'époque, à la fin de la contre-épreuve, en convoquant un autre petit fantôme amical qui est Jean-René Chauvin. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de lui, et en tout cas, si vous êtes plus jeune, allez sur le Métron. Jean-René a été toujours dans l'opposition de gauche au stalinisme. Il a été déporté comme militant trotskiste. Il était proche de David Rousset. Il est revenu des camps de concentration. Et ça l'a amené à non pas brandir son malheur en bandoulière, mais au contraire à être toujours au rendez-vous de l'événement. Et justement, au moment de la Yougoslavie, il ne faisait pas de grands raisonnements froid géopolitique, il était au rendez-vous de la solidarité avec ce qui se passait, et notamment, il faut le rappeler, avec ces musulmans européens qui étaient la cible principale de ce nationalisme grand serbe. Alors pourquoi je commence par là? C'est parce que quand est sortie l'épreuve, nous avons eu des débats avec Daniel, et Daniel n'était pas tout à fait d'accord avec ce que j'écrivais dans l'épreuve, où je mettais en cause un peu ces raisonnements un peu, comme je dis, borgnes ou hémiplégiques, où on ne voulait pas voir cette nouveauté, où on restait sur le bas-côté en disant « mais en face c'est l'OTAN, il y a un impérialisme occidental, donc on ne peut pas être ni d'un côté ni de l'autre, du coup on est nulle part ». Et du coup, on est dans l'inaction, dans l'attentisme, voire dans l'indifférence. Et j'avais parlé à l'époque, dans l'épreuve, qui n'était pas du tout un livre de dispute avec Daniel, c'est simplement Daniel qui n'avait pas forcément épousé tout ce que j'écrivais, était un livre de dispute avec Régis Debray, qui avait fait son fameux reportage dans une pizzeria à Pristina pour raconter que, en fait, tout cela n'était pas du tout ce que disait la propagande occidentale. Et cette dispute avec Régis Debray me faisait évoquer deux thématiques, à la fois le membre fantôme, cette façon où, bien qu'un univers se soit effondré, et finalement très tardivement, tellement c'était une catastrophe, tellement il a pu se prolonger, hélas, qui est celui de l'imposture stalinienne. Et cet univers s'effondrant, eh bien, il y avait, pour celles et ceux qui ont épousé les idéaux d'émancipation autour des mots socialisme et communisme, comme un membre fantôme qui continuait à les occuper et à les travailler. Et puis, la deuxième thème de ce livre, l'épreuve, qui résonne encore plus dans notre présent aujourd'hui, c'était la façon dont ceux que j'ai baptisés à cette époque et qui depuis ont fait florès et dominent beaucoup le paysage intellectuel et médiatique, les nationaux républicains, c'est-à-dire ceux qui, venant de la gauche, ont progressivement évacué les questions sociales, les questions de solidarité internationale, voire les questions démocratiques, autour du repli sur le national. Et vous savez combien ça a fait des ravages dans tous les camps, y compris dans une partie de l'extrême gauche, et combien cette idéologie, dont Jean-Pierre Chevènement est un peu à la fois le théoricien, le symbole et l'acteur, a été pour moi l'idéologie de conversion quelque part à faire tomber, pas de conversion à l'extrême droite est trop dur, mais de faire tomber des défenses par rapport à l'idéologie d'extrême droite, une idéologie du repli national, du repli identitaire, de la défiance, voire du refus de l'autre et du refus du monde, quelque part, dans des logiques de repli. Et donc,
L'épreuve était un petit livre d'intervention fait dans ce contexte, en résonance avec un auteur que Daniel m'avait fait connaître, Charles Péguy, qui disait « Seul le présent fait preuve ». L'origine ne protège de rien, et c'est comment on se comporte face au présent et face à celles et ceux qui ont besoin de notre soutien. Quand, depuis longtemps, je gardais ce livre comme en réserve en me disant qu'il faudrait faire sa contre-épreuve. Ce livre posait des questions, y compris, je le dis à un moment, oui, on ne nous a pas... Vous le savez que l'intervention de l'OTAN au Kosovo s'est faite sans mandat des Nations Unies, qu'elle a été outrepassée, comme souvent les interventions militaires, jusqu'à des actes militaires sur la capitale serbe elle-même, et du coup, évidemment, il y avait cette critique de dire mais si on rentre dans ta logique, on rentre dans une logique qui est celle de l'intervention de l'OTAN, d'une intervention de l'impérialisme nord-américain. Et j'expliquais dans l'épreuve combien voilà, c'était bien le problème, qu'on ne nous a pas demandé notre avis, mais que mieux vaut être au rendez-vous de la solidarité et de l'action que de ne rien faire. J'aurais pu le développer comme je le développerai aujourd'hui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout dépend de quel est le but de guerre et quel est l'adversaire. La Deuxième Guerre mondiale, l'Empire britannique était toujours un empire colonial qui refusait le droit à l'autodétermination des peuples. Les États-Unis d'Amérique étaient toujours une nation ségrégationniste à l'intérieur. Et la France libre de De Gaulle se fera pour les 2/3 de ses troupes avec des troupes coloniales. Et comme la suite le montrera, dans le refus de défendre les valeurs qui étaient défendus contre le nazisme pour d'autres peuples. Et néanmoins, ceux qui étaient dans le combat antifasciste et anti-nazi ont fait cause commune avec ces nations, sans parler de l'Union soviétique, qui, pour celles et ceux qui n'étaient pas aveuglés, était déjà l'Union soviétique, des procès de Moscou, du goulag, et de l'extermination de toute la génération révolutionnaire par Staline lui-même. Et donc j'avais depuis longtemps le projet de faire une contre-épreuve. Ce qu'on appelle contre-épreuve, c'est la vérification d'une épreuve. Un artiste fait la contre-épreuve de l'épreuve de sa litho pour vérifier que ça fonctionne bien, que les couleurs sont au point, etc. Quand il y a eu l'invasion du 24 février, je me suis dit, et ce livre dormait chez un éditeur qui n'est plus mon éditeur, Stock, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, et j'en ai discuté avec eux, et d'où en effet ce curieux livre, L'épreuve et la contre-épreuve de la Yougoslavie à l'Ukraine, mais qui évidemment commence par l'actualité, donc commence par la contre-épreuve, les deux livres ayant des contextes différents à 23 ans d'écart, hein, c'est-à-dire un petit quart de siècle. Alors, quel est mon propos sur aujourd'hui? Mon propos, en 3 mots, c'est un plaidoyer contre le campisme, contre l'indifférence et pour l'internationalisme. Au fond, cette contre-épreuve s'inspire de ce que nous avons tout de suite écrit dans Mediapart. C'est un lieu de réflexion collective, Mediapart. J'ai écrit dans la semaine qui a précédé, les 10 jours qui ont suivi, l'invasion, un article qui s'appelait « Contre l'impérialisme russe pour un sursaut internationaliste ». Depuis, je vois que tu l'as apporté aussi, François Bonnet a fait dans ce numéro du Crieur, qui est notre revue, un formidable article sur le pouvoir poutinien et sa dimension criminelle mafieuse. François a été correspondant à Moscou, a suivi la deuxième guerre de Tchétchénie et il connaît bien. En clair, ce que le 24 février nous oblige à voir et que sans doute nous n'avons pas assez regardé en face et ni documenté, et que je revisite dans le livre en rappelant quelques classiques, je vais en citer un, c'est que la Russie, Union soviétique, puis Russie post-stalinienne, Union soviétique stalinienne et Russie post-soviétique avec un KGBiste à sa tête, est un impérialisme. Sous couvert de camps socialistes, sous couvert d'alliances avec les nations qui seraient victimes des impérialismes occidentaux, c'est une puissance impérialiste. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est une histoire très ancienne.
Et je cite, mais je vous invite, on le trouve facilement en ligne, je cite un texte. Vous savez que le Trotsky, quelles que soient les discussions qu'on peut avoir sur les erreurs qu'a pu faire Trotsky lui-même, hein, y compris dans le bilan parfois non revisité dans sa bataille d'opposant de gauche au stalinisme, ce bilan non revisité de la période révolutionnaire elle-même. Mais Trotsky, dans les années 30, est un visionnaire. Il est un visionnaire sur le nazisme, il est un visionnaire sur la solution finale, il l'annonce, hein, et il est un visionnaire sur les questions d'union et de solidarité, et il est un visionnaire y compris sur les questions démocratiques par rapport à cette question-là de l'union face au fascisme et au nazisme. Mais en avril 1939, donc un peu plus d'un an avant d'être assassiné à l'été 40, il écrit un article qui s'intitule « La question ukrainienne ». On est 6 ans après la grande famine, l'Holodomor. On est au cœur d'un présent tout à fait tragique en Ukraine. On est après les grandes purges, après les grands procès. Et quand vous lisez cet article, vous vous dites, mais quand même, il y a toute une histoire qui était une évidence pour eux et que nous n'avons pas assez fait nôtre. En l'occurrence, Trotsky était lui-même ukrainien. Il est né en Ukraine, juif ukrainien, internationaliste, cosmopolite, mais il a fait ses études à Odessa. Je vous cite juste ce passage de ce texte, La question ukrainienne, qui résonne vraiment aujourd'hui. Nulle part, les restrictions, les épurations, la répression et de façon générale, toutes les formes de banditisme bureaucratique n'assumèrent un caractère de violence aussi meurtrier qu'en Ukraine, dans la lutte contre les puissantes aspirations profondément enracinées des masses ukrainiennes à plus de liberté et d'indépendance. Pour la bureaucratie totalitaire, Trotsky est l'inventeur, hein, ce n'est pas Hannah Arendt et d'autres qui ont inventé le mot totalitarisme, bureaucratie totalitaire, l'Ukraine soviétique devint une subdivision administrative d'une entité économique et une base militaire de l'URSS. On le sait tous avec la suite. Sans doute, il le dit très tôt, sans doute la bureaucratie élève-t-elle des statuts à Shevchenko, qui est un poète ukrainien, organisateur de la fraternité de Cyril et Méthode, et qui était un partisan d'une Ukraine nationale profondément refermée, qui est en d'autres termes le père du nationalisme ukrainien moderne, mais seulement dans le but, dit Trotsky, d'écraser plus complètement le peuple ukrainien de leur poids et de l'obliger à chanter dans la langue de Kobzar, c'est le titre d'un recueil de Shevchenko, des éloges de la clique des violeurs du Kremlin, continue à dire Trotsky. À l'égard des parties de l'Ukraine qui sont actuellement hors des frontières de l'URSS, question très importante, l'ouest de l'Ukraine, quand il écrit, n'est pas en Ukraine. Et il est notamment en partie en Pologne. Quand il y a le pacte germano-soviétique qui va survenir quelques semaines après ce texte, et qui est le vrai début de la Deuxième Guerre mondiale, le partage des dépouilles et l'aveuglement de Staline, eh bien, Staline prend l'Ouest. Hein, il le prend et dans le partage avec les nazis, il a droit à l'est de l'Ukraine. L'attitude du Kremlin est aujourd'hui la même qu'à l'égard de toutes les nationalités opprimées, de toutes les colonies et semi-colonies, c'est-à-dire qu'elle les considère comme une petite monnaie d'échange dans ses combinaisons impérialistes. Alors, je cite ça parce que ne jamais rappeler que au cœur de la catastrophe européenne, la terre la plus martyre, on cite souvent la Pologne avec les camps d'extermination, mais la terre de la Shoah par balle, des Einsatzgruppen, avant l'extermination industrielle, c'est en Ukraine. Et c'est évidemment la terre la plus martyre hein, dans la longue durée de ce moment-là. Donc on a un texte de Trotsky qui dit bien qu'il y a un nationalisme ukrainien, qu'il y a une histoire ukrainienne, qu'il y a une identité ukrainienne, qu'il y a une culture ukrainienne, et qu'il y a une puissance qui est une puissance impérialiste
et qui a le comportement par rapport à l'Ukraine comme elle l'aura à travers d'autres petites nations et comme elle l'a eu dans la période moderne. Ne jamais oublier que Poutine commence son ascension en allant bouter jusque dans les chiottes, comme il disait, les Tchétchènes, hein, et comme Staline va déporter les Tatars, ils étaient où? Ils étaient en Crimée, hein, et donc tout ça est dans une sorte d'héritage du nationalisme impérialiste grand russe repris par l'URSS stalinienne. Ce qui est intéressant, que j'ai rappelé dès ce texte et que je rappelle dans le livre, c'est que Poutine, dont une spécialiste qu'il faut lire actuellement, Anna Colin-Lebedev, dit en rigolant, il y a peut-être dans cette histoire un effet de la pandémie, c'est que Poutine, dans son isolement et sa paranoïa sanitaire, s'est mis à lire. Et c'est vrai que quand on regarde les discours, les articles qu'a pris la peine très long d'écrire Poutine, s'aperçoit qu'il a en effet lu et il a théorisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une sorte d'impulsion, il a théorisé ce qu'il faisait. Et ce qui est intéressant, et c'est là où on voit que ce n'est pas des histoires de vieux trotskistes ou de relire tout ça, c'est qu'il revisite le moment charnière qui est l'année 1922. Comme vous le savez, c'est ce moment, la référence c'est Moshe Lévin, dont le meilleur ami et traducteur en France est ici, Denis Paillard, est présent ici même ce soir. C'est Moshe Lévin, le dernier combat de Lénine, hein, quand Lénine se dit mais là il y a un danger bureaucratique en la personne de Staline. Bon, la violence était partagée, hein, les débats étaient entre bolcheviks, mais pas pour la pluralité du reste du mouvement socialiste et politique. Mais quand même, il se dit là il y a un danger avec ce bonhomme, il s'en aperçoit un peu tard, c'est le moins qu'on puisse dire, mais surtout il s'aperçoit qu'il y a, et là il y a une grande violence dans leur relation, qu'il est un nationaliste grand russe, hein, et là il y a une violence, y compris dans le comportement de Staline, y compris auprès de la femme de Lénine, sur cette question des nationalités. La génération portée par les événements historiques de la Première Guerre mondiale, qui fait la révolution russe, est une génération qui, pour l'essentiel, a grandi en exil, qui est profondément internationaliste, et dont le socle fondamental, c'est la critique de l'impérialisme tsariste. J'ai apporté là, parce que vous le retrouvez en ligne, il y a un texte formidable que j'ai découvert après avoir fait le livre, que je vous recommande, La question russe chez Marx et Engels, c'est par Thomas van der Allen. Van, V-A-N, D-E-R, puis Allen, H-A-2-L-E-N. Marx et Engels, par certains, étaient considérés presque comme des russophobes. Pour eux, la prison des peuples, le verrou qui empêchait la naissance d'espérances démocratiques, sociales, révolutionnaires en Europe, dans l'alliance avec l'impérialisme dominant qui était britannique, c'était le tsarisme dont il soulignait les pratiques corruptrices, exactement comme ça se passe aujourd'hui, la séduction par des élites européennes et le financement de leurs journaux, de leurs partis, etc. Et pour eux, c'était le pire univers, et c'est d'ailleurs, Marx s'était beaucoup intéressé au peuple du Caucase, aux Tchétchènes, et donc d'une critique radicale. Pour la génération de Lénine, de Trotsky et des autres, pour eux, le nationalisme grand russe, le nationalisme d'une puissance dominante n'a rien à voir avec le nationalisme d'un peuple qui veut s'émanciper d'une domination. C'est pour ça qu'on pourrait dire que le legs pour le monde entier qui a créé des réalités positives de la révolution russe n'est peut-être pas celui que nous croyons dans notre européocentrisme, l'histoire du communisme, mais c'est le congrès de Bakou, 1919, où tout d'un coup est lancé le signal vis-à-vis des peuples colonisés, hein, et qui va donner le front de la révolution coloniale pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais cette idée que les nationalismes opprimés peuvent évidemment produire ensuite des États dominateurs, de nouvelles classes dominantes et évidemment des peuples qui à nouveau se soulèvent contre eux. Mais le nationalisme de peuples opprimés n'est jamais à mettre sur le même plan que le nationalisme, hein, d'un peuple qui veut profiter, exploiter, annexer, dominer. Et donc, revisiter 1922, c'est ce que dit Poutine. Poutine, il dit
qu'il est sur la position de Staline en 1922 et pas sur celle de Lénine. Et il a une phrase qui dit bien de quoi il s'inspire. Il dit finalement la conception de l'État de Staline l'emporte, en clair la conception totalitaire, et c'est très bien. En revanche, Staline, sur le papier et des faits, c'était l'anniversaire, c'était le centenaire là, et des faits sur la constitution de l'Union soviétique. Car l'Union soviétique est créée en 1922. Et je fais partie de ceux qui pensent, puisqu'il a mûri ça depuis longtemps, que l'année de l'invasion choisie par Poutine n'est pas du tout un hasard. Il était dans un scénario de guerre éclair, un peu comme ils ont fait en Afghanistan en 1979. On tue le président, on prend la capitale, on met un régime fantoche et c'est à nous. Et du coup, j'allais annoncer à mon peuple que j'avais reconstitué. Bien sûr, l'Union soviétique, c'était très mal dans plein d'aspects, mais néanmoins, la chute de l'Union soviétique est la pire nouvelle, comme il l'a écrit, qui est arrivée au peuple russe dominateur des autres peuples qui étaient dans cette union des républiques socialistes. Et l'idée qu'à la fin de l'année, pour le centenaire, c'est décembre, hein, le centenaire, j'avais reconstitué cette zone et cet empire. Et je dis ça parce que c'est pour regarder en face, c'est-à-dire cette idée que c'est un impérialisme. Et c'est un impérialisme de longue date. J'ai exhumé également un texte, parce qu'on le voit, les lucidités, il s'informait, il lisait toute la presse, toutes les nouvelles. Victor Serge, un an avant sa mort à Mexico, en 1946, écrit un texte qui s'intitule « Le nouvel impérialisme russe ». Là où il y a cette sorte d'illusion, hein, le camp socialiste, les démocraties populaires, lui, il dit et il voit et il désigne le fait que c'est une annexion qui va se traduire, comme vous le savez, par les procès de Prague, par les éliminations, par la normalisation, par la répression des espoirs démocratiques antifascistes en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne, et ainsi de suite, et qui va se traduire par l'annexion de ces territoires, y compris annexion économique, déplacement d'industrie, et qui va être au cœur de cette logique. D'ailleurs, quand on voit, y compris la violence, je vais y revenir, la violence de l'armée russe dans sa pratique de guerre, c'est aussi une longue histoire et qui n'est pas de la propagande atlantiste. Serge, dans ce texte de 1946, rappelle ce fait documenté par l'histoire, étant donné la culture de grande violence que donne cette culture impérialiste issue à la fois du tsarisme grand russe et du stalinisme, au fond, après une révolution dont le moment révolutionnaire n'aura duré que 4-5 ans, hein, 17, 21, 22, eh bien, il souligne que dans la conquête de l'Allemagne nazie, feu vert pour les viols des femmes par les soldats soviétiques, c'est documenté, des milliers de femmes seront violées. Bon, évidemment, la victoire est oublieuse, la victoire fait mettre de côté, comme les bombardements indistincts, comme d'autres moments qui peuvent être des crimes de guerre, au nom d'une cause juste, sont mis de côté. Pour terminer sur cette question du campisme, donc évidemment, sortir du campisme, c'est sortir d'une politique, d'une géopolitique borgne ou hémiplégique, qui ne voit qu'un impérialisme, celui que nous avons à nos côtés, hein, ou celui de nos classes dirigeantes, et qui ne veut pas voir, pour d'autres peuples dont nous sommes solidaires, si je suis tchèque, si je suis hongrois, si je suis polonais, l'impérialisme qui m'inquiète, il est celui-là. Si je suis taïwanais et que j'ai participé au soulèvement démocratique en Taïwan pour mettre fin à un régime autoritaire, évidemment que l'impérialisme qui m'inquiète est l'impérialisme chinois. Et ainsi de suite, si je suis palestinien, l'impérialisme qui m'inquiète, projection d'alliance occidentale, et la dimension coloniale, et donc d'une certaine manière impériale, du régime israélien. Ce que je voudrais souligner sur comment cet aveuglement campiste nous amène à ne pas voir quelque chose qui aujourd'hui est quand même comme le nez au milieu de la figure. Je rappelle toutes les étapes précédentes que nous documentions mais que beaucoup ne voulaient pas voir, c'est que ce régime de Poutine depuis 10 ans est le régime allié des extrêmes droites européennes.
hein, la force politique française qui a été financée par ce régime, qui a le plus souvent rencontré Poutine, qui est liée aux idéologues de ce régime et qui en a tous les codes au niveau identitaire, au niveau persécution des minorités, au niveau autoritaire. Vous voyez les différentes lois qui viennent d'être votées contre les LGBT, contre la diabolisation de l'homosexualité. Nous sommes dans une époque qui fonctionne comme ça. Le parti fasciste en Israël, qui est allié à Netanyahou, veut à la fois massacrer les Arabes et massacrer les homosexuels. Hein. C'est-à-dire que la diabolisation des minorités, de la diversité des humanités, on le sait, depuis que ce loup entre dans la bergerie, c'est des poupées gigognes. Il y a un bouc émissaire dominant, et à partir de ce bouc émissaire dominant, toutes les minorités, toutes les différences, toutes les dissidences y passent, et on le voit bien avec ce qu'a montré autour du 24 février Poutine, l'effacement du passé. On tue le passé, c'est mémorial, hein, qualifié d'organisation étrangère et dissoute pour y interdite, pour qu'on ne travaille pas le passé, qu'on ne puisse plus regarder le passé en face, des lois mémorielles qui sont des lois d'histoire officielle, le refus de prendre en compte l'histoire dans sa complexité, d'où la Grande Guerre patriotique. Tout commence à la Grande Guerre patriotique et pas au pacte germano-soviétique qu'il faut effacer, comme il faut effacer la Shoah, comme il faut tout rendre ça indistinct dans une héroïsation du peuple, d'abord russe, dans sa résistance et de son sacrifice face au nazisme. Et puis après, on interdit le présent, on fige le présent. C'est évidemment les lois orwelliennes sur comment rendre compte de cette guerre et la suite de la persécution de tous les opposants et des journalistes, interdiction des syndicats de journalistes et ainsi de suite. Vous avez vu tout ça. Donc, regardez la réalité en face. Ce n'est pas baisser la garde sur ce que peut être commis ou a été commis par les États-Unis d'Amérique, en Irak, dans d'autres parties du monde, la torture, Guantanamo et tout ce qui est arrivé. Ce n'est pas baisser la garde par rapport à ce qu'a pu faire l'impérialisme français, qui reste une puissance coloniale, que de regarder en face l'existence de cet impérialisme et d'en regarder la dangerosité, c'est-à-dire cet enfant monstrueux, mix du tsarisme grand russe, du stalinisme totalitaire et, comme le raconte très bien François Bonnet dans son article, du capitalisme non seulement le plus sauvage, mais le plus mafieux. Et ça, c'est une particularité qui ne rend pas optimiste sur la durée de ce qui va se passer. Ceux qui pensent qu'il y a un espace diplomatique, la thèse de François Bonnet, c'est que c'est un clan mafieux, sa base sociale n'est pas si massive que ça. C'est un clan mafieux c'est le hold-up du siècle, hein, c'est les richesses, et notamment du sous-sol et des énergies fossiles qui nourrissent ce clan. C'est un clan mafieux qui fonctionne, y compris au crime mafieux, à l'exemplarité du crime mafieux. Il y en a eu plusieurs depuis le 24 février, y compris d'oligarques légèrement dissidents. On le trouve pendu, et puis quelques dizaines de mètres pas loin, on trouve toute la famille, femmes, enfants, égorgés, dépecés, de la pire des manières, la plus violente des manières. Et ça, c'est un message. Hein. Voyez ce qui va vous arriver. On n'est pas loin de la petite quinzaine, déjà. Hein, depuis, ça va d'un responsable des chemins de fer qui renaclait un peu à tel oligarque au cœur du système, hein, indépendamment de ce qui s'est passé dans le passé sur des opposants, sur des journalistes. Et donc la thèse de François Bonnet, c'est qu'il y a une rationalité liée à ce clan mafieux, à cette aventure. Par rapport à ceux qui disaient « mais c'est pas possible, c'est pas son intérêt, il ne va pas le faire », tous ceux qui ont dit ça. Et lui, il dit, Poutine a le même âge que moi, il a 70 ans, et il dit en fait, leur problème, c'est comment ils se survivent à eux-mêmes. Comment permettre de transmettre ce capital mafieux et qu'il ne soit pas dilapidé. Et là, pour ça, il faut mithridatiser la société. Parce que la société, elle a bougé. Les communications, on est à l'heure du numérique, la culture, les voyages. Et donc, il y a des sociétés qui bougent. Et donc, cette société, il faut la tétaniser.
Il faut l'immobiliser. Hein, il faut qu'au fin fond des campagnes russes, on croie à la propagande, qui est une propagande monstrueuse. Et il faut la qualifier, c'est une propagande génocidaire. Car c'est une propagande qui dit « nous sommes en guerre contre des nazis ». Contre des nazis. C'est un pouvoir nazi, c'est un pouvoir fasciste. Et donc, comme pendant la Grande Guerre patriotique, il va falloir exterminer ces nazis. Et c'est même dit que désukrainiser l'Ukraine, c'est la dénazifier. Et le mot Ukraine est assimilé, d'où ce qui se passe avec une pratique monstrueuse, qui sont les déportations d'enfants, d'orphelins, hein, qui sont pour être russifiés. Et il y a des textes que je cite d'idéologues proches de Poutine qui disent « ça prendra le temps d'une génération pour désukrainiser, c'est-à-dire dénazifier l'Ukraine. L'Ukraine n'existe pas, il n'y a pas de nation ukrainienne, hein, il n'y a qu'une façon, au fond, ça nous appartient, c'est notre territoire. » Alors j'ai dit le mouvement des peuples, et ça m'amène plus rapidement à mon deuxième point, l'indifférence. Je pense que le choc du 24 février, pour nous tous et tous, c'est de nous faire comprendre combien nous avons été trop indifférents. Là, je cite souvent hein, ces deux phrases de Gramsci, l'une qui a beaucoup été citée, que j'avais contribué à remettre dans le débat. Hein, le vieux monde, un vieux monde se meurt, mais il est condamné, mais il s'accroche et il fait plein de dégâts avant de mourir. Un nouveau monde tarde à naître avec des jeunes pousses, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Nous y sommes. Il y a toutes sortes de monstres divers, inédits dans notre paysage, hein, des régimes, je veux dire, sans logique purement idéologique, d'alliance, des régimes qui ont en commun d'être nationalistes, autoritaires, identitaires, et qui font des alliances de circonstances. Le sommet au mois d'août dernier, c'était à Téhéran, entre Poutine, les mollahs iraniens et Erdogan, le Turc, qui est à l'OTAN, qui fait ce qu'il fait avec les Kurdes. Les mollahs iraniens, on voit comment la société bouge derrière, et ils sont religieux, et Poutine est dans l'idée d'un orthodoxe chrétienne occidentale, et très de diabolisation de la diversité d'autres pays. Et donc, toutes ces alliances qui nous paraissent incompréhensibles sont liées à l'émergence de ce nouveau monde qui est au fond celui de nationalisme agressif, identitaire et autoritaire. Alors, pourquoi l'indifférence? Parce que vraiment, ce qui était très douloureux cette année, c'est de se souvenir combien nous n'avons pas été au rendez-vous de la Syrie dans la foulée des révolutions arabes. Poutine commence son intervention, vous savez, en 2014. Il avait fait la Tchétchénie, il avait fait la Géorgie, et l'affaire ukrainienne, il la met à l'agenda à partir de 2014, face au mouvement du peuple ukrainien, l'Euromaïdan, un mouvement divers, hein, comme les Gilets jaunes, c'est divers, comme tous les mouvements d'une société, c'est divers, comme les révolutions arabes, c'est divers, mais qui était un mouvement d'un peuple qui commence à dire nous, on veut inventer notre destin nous-mêmes, et qui, pour certains, vont mettre en cause les oligarques, vont demander plus de démocratie, et vont se tourner dans ce contexte vers l'Europe. Et en 2015, c'est là où Poutine commence à sortir de son espace géopolitique naturel, géographiquement naturel, en allant en Syrie et en intervenant directement en Syrie, comme le régime iranien, auprès de la pire dictature du monde arabe, la dictature d'Assad. Vraiment, il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelle « Syrie, le pays blessé », hein, au Seuil, qui est un peu le livre noir qui est sorti cet automne. C'est une sorte de somme hein, sur la violence terrible. C'est un régime qui était prêt à détruire son peuple pour survivre. Et d'ailleurs, le pays blessé, c'est le pays brûlé, pas blessé, brûlé, c'était le mot d'ordre des nervis du régime, c'est Assad ou le pays brûle.
c'est-à-dire Assad, où on met le feu au pays. Hein, et c'est ce qu'ils ont fait dans la violence des tortures. Et quand on est syrien, exilé syrien aujourd'hui en Europe, et qu'on voit les ruines de Marioupol, qu'on voit la façon dont la guerre a été menée à Marioupol, eh bien on pense à Alep, hein, et on voit Alep, on voit les ruines d'Alep, et là, notre indifférence est évidemment en cause. Et là, j'ai pas voulu rentrer, tout lecteur comprendra bien que, évidemment, je vais y revenir, les nationaux républicains chevènementistes en ont pour leur grade, l'extrême droite n'en parlons pas, et évidemment Jean-Luc Mélenchon et son entourage sur ces questions. Je ne l'ai pas fait de manière polémique, je n'ai pas voulu rentrer dans une sorte de dispute de basse-cour, connaissant en plus le sectarisme en face. Et surtout que, bon, le débat est un débat politique, intellectuel. La France insoumise n'a jamais bénéficié des financements de la Russie et ne s'est jamais compromise, hein, au sens de la compromission corruptrice du côté de l'extrême droite. Mais l'indifférence est au cœur des bêtises, et Mélenchon n'est pas bête, donc il faut essayer de comprendre pourquoi il n'a cessé et continue de dire des bêtises sur la Syrie, sur l'Ukraine. Énorme. J'ai un nombre de citations bien plus grand qu'il y a dans le livre, hein, Assad va régler le problème face à l'État islamique, sur le fait que tout ça en Syrie c'est une affaire de pipeline et de gaz et de pétrole, sur l'affaire, cette phrase que je cite qui est sidérante quand on veut combattre l'extrême droite en France et que soi-même on a une vision identitaire des peuples. C'est une interview au Figaro il y a tout juste un an où il dit « Je ne crois vraiment pas que Poutine puisse être agresseur. Et de toute façon, ni la Chine ni la Russie ne sont des peuples agresseurs. Ce sont les peuples anglo-saxons qui sont agresseurs. » Comme s'il n'y avait pas eu un mouvement ouvrier américain, anglais, qui existe toujours, qui a même des leaders, qui produit des députés démocrates radicaux, etc. Donc cette vision essentialiste, identitaire d'une immobilité, c'est la pensée conservatrice. Hein, c'est le livre d'Emmanuel Terret, « Penser à droite », c'est penser que le réel est immobile, hein, le figé. Et penser à droite, c'est être avec Xi Jinping au Parti communiste chinois. Hein, ça n'a pas d'étiquette. Penser à droite, c'est immobiliser le réel. Alors j'essaye de me dire pourquoi dit-il, et pas seulement lui, et d'autres, notamment en Amérique latine et dans les pays du Sud, et où là on a beaucoup à ramer, hein, sans naïveté. Hein. Poutine, et avec les mercenaires de Wagner, donne la main sur fond d'échecs et légitimes d'échecs de la France et de ses aventures impériales, donne la main à des régimes militaires qui sont aussi les ennemis de leur peuple, hein, et avec des violences et des crimes contre les populations civiles, comme on l'a vu avec Wagner au Mali. Mais s'il y a ça dans une partie du monde, et je dirais Lula au Brésil, lui aussi a dit des choses tout à fait discutables sur l'Ukraine, hein, cette vision comme si c'était, je caricature, mais une sorte de guerre de blancs, hein, entre Européens, c'est pas notre affaire, vous nous avez tellement oubliés, etc. J'essaye de comprendre d'où vient le confort de cette indifférence, et au point de lui trouver des justifications idéologiques totalement aberrantes. Je pense qu'il vient de la conversion à l'État. Je pense que Mélenchon raisonne sur les questions internationales comme s'il était président de la France. Qu'est-ce que je ferais si j'étais président de la France? C'est-à-dire, en fait, c'est pas seulement le côté campiste, borgne, hémiplégique, c'est le côté, il n'y a pas de peuple, il n'y a que des puissances, il n'y a que des États. C'est-à-dire qu'on oublie que le mouvement de l'émancipation, il n'est jamais fait par les appareils, et encore moins les appareils étatiques.
Il est d'abord fait par le mouvement des peuples, d'une partie des peuples. La plus longue histoire de ce point de vue, c'est le mouvement des femmes, hein, qui bouscule tout le monde, et qui bouscule toutes les formations politiques et qui met dans de nouvelles versions du féminisme, de nouvelles questions sans cesse à l'ordre du jour. On le voit bien avec MeToo et avec, en écho au MeToo occidental, j'allais dire, la révolution iranienne dont les femmes ont été, sont l'avant-garde. Et donc c'est cet oubli des peuples, ce refus du mouvement des peuples, ce refus d'apprendre du mouvement des peuples. Et là, cela concerne entre nous toutes les gauches. Je suis vraiment frappé depuis qu'il y a cette séquence quand même, depuis 2011, où il y a quand même, ça bouge beaucoup autour de nous. Hein. Quand il y a eu le déclenchement des révolutions arabes, la première réunion publique, et je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres, large, avec près d'1 millier de personnes au théâtre de la Colline, de solidarité. La révolution tunisienne venait de commencer et la révolution égyptienne allait commencer. C'est Mediapart qui l'a organisé. Il y avait Stéphane Hessel, il y avait d'autres intervenants, etc. Et ce n'est pas... Notre génération n'arrêtait pas de faire des meetings internationaux pour apprendre des autres peuples. Et sans compter que quand il y avait des écoles de formation, eh ben, on donnait la parole, voilà, aux intéressés eux-mêmes. On ne parlait pas à leur place. Je ne crois pas qu'aux amphis d'été de la France Insoumise ou d'autres formations de la NUPS, on ait entendu les Ukrainiens eux-mêmes, les Russes eux-mêmes, les Syriens eux-mêmes. Hein, et beaucoup de Syriens l'ont dit, dont Farouk Mardambey, comme aujourd'hui certains des gauches ukrainiennes, polonaises, interpellent dans le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, vous trouverez beaucoup de textes de ce genre, interpellent les gauches européennes. Eh bien, c'était pareil du côté des gauches syriennes. Et donc là, pareillement, nous avons fait une grande réunion publique de solidarité avec l'Iran, où il y avait toutes les variantes de l'exil iranienne. Elle est en vidéo sur Mediapart. Il n'y avait pas un responsable politique des formations politiques françaises, même le responsable du secteur international, comme on dirait, ou le délégué aux questions internationales. Il y avait tout le monde. Il y avait toutes les variantes de l'exil iranien étaient là. Bon, et puis, avec le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, on a fait des réunions, une à Lyon, à Besançon et une autre à Paris la semaine dernière. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis le livre à l'enseigne d'une phrase d'Édouard Glissant, « Agis en ton lieu, mais pense avec le monde ». On ne peut aujourd'hui, et c'est encore plus évident dans la conscience du dérèglement climatique, on ne peut penser nos réponses à nos questions que dans le lien avec le monde. Et quand dans l'intelligibilité, l'intelligence et la compréhension et le dialogue avec le monde, et les meilleurs textes pour illustrer tout ce que je dis, c'est les textes qu'on a en partie publiés d'opposants russes, de la gauche polonaise, du mouvement social ukrainien. Et de ce point de vue, c'est intéressant. Dans la solidarité, ce sont les syndicalistes qui, de ce point de vue, apprennent le plus que les militants politiques assermentés, j'allais dire, et notamment les convois qui sont faits pour l'Ukraine. D'ailleurs, à cette réunion, l'un des responsables de la CGT, il y avait solidaire de ces convois, disait, alors ça va peut-être changer, il disait, c'est assez curieux, mais il y a la seule question sur laquelle on n'a aucun problème à faire des textes unitaires, hein, de l'ensemble des confédés, c'est actuellement l'Ukraine et l'Iran. Pas encore sur les retraites. Bon, voilà. Hein, c'est-à-dire que, donc, sur l'Ukraine et l'Iran, là, on arrive à comprendre et à se mettre en mouvement. J'en termine par le dernier point, mais qui est comme un débouché logique, qui est donc la question de l'internationalisme. Je crois vraiment qu'il faut essayer de comprendre ce qui nous est arrivé et comment on est fasciné hein, par toutes sortes de dérives intellectuelles, médiatiques, politiques à gauche, venues de la gauche. Et je pense que c'est le poison du national. C'est cette idée qu'on peut raisonner et penser l'émancipation dans le repli sur le national. Je crois qu'on a assez de distance en décennies aujourd'hui pour voir ce qu'il en est dans l'évolution des uns et des autres. C'est ce que je décris sur Chevènement. Chevènement, la citation que tu donnais de Carrère d'Ancos, c'est dans cet article du Monde qui raconte comment Chevènement est toujours chez lui à l'Élysée.
comme Sarkozy et Chevènement, ont tous les deux épousé les positions de Poutine. Hein, c'est pour ça que l'alignement, il n'est pas seulement celui de l'extrême droite ou les aveuglements du côté de Mélenchon. Au cœur de ce pouvoir, il y a eu une vision qui était celle de ménager depuis le début. Hein, c'est Versailles, c'est Brégançon, et c'est l'ambassadeur chargé de la Russie jusqu'à il y a peu, comme Raffarin pour la Chine, c'était Chevènement, qui dans un livre, Le défi de civilisation, défend toutes les positions russes, pense que la Crimée est russe, parle des gens du Donbass comme des rattachistes, donc ils veulent se rattacher, et dit, comme discours colonial qu'on a bien connu pendant la guerre d'Algérie du côté de la SFIO, qui n'est pas sûr, et du PC d'ailleurs, qui n'est pas sûr qu'il y ait une nation ukrainienne, hein, qu'elle est peut-être elle essaye d'exister, et qui a une vision, au fond, tout ça est de la faute, toujours cette vision de l'anti-américanisme primaire sur lequel je voudrais insister, car c'est aussi un mauvais ami qui vient de l'extrême droite. C'est très oublié dans nos débats. C'est le campisme post-Deuxième Guerre mondiale qui a insufflé une sorte d'anti-américanisme primaire dans la gauche française. L'anti-américanisme, idéologiquement, intellectuellement, littérairement, jusqu'à 1900, jusqu'à la catastrophe européenne, il est d'extrême droite. Le pays du melting pot, le pays où il y a beaucoup trop de noirs, le pays où il y a toute la lie de l'Europe, le pays où il y a le capitalisme juif cosmopolite, les Rothschild, et il y a toute une littérature, il y a un livre, L'ennemi américain, qui a très bien documenté ça. Et c'est dans le campisme pro-soviétique que est mis, et évidemment il y a de bonnes raisons de critiquer l'impérialisme américain qui abat des régimes, qui soutient des dictatures, qui commet des crimes, qu'est créée cette sorte de vision, mais de vision pavlovienne. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas un pays que l'on peut diaboliser en bloc de cette manière. Et donc la question de l'internationalisme comme, pour moi, la seule boussole qui nous permet aujourd'hui de répondre aux questions qui nous assaillent. Je voudrais terminer par le fait que dans la foulée de ce livre, il y a un événement, parce qu'il y a une personne qui est au fond, qui est René Monza, avec qui on a fait pas mal de choses dans la même période, puisque le livre c'est 99 et je m'en prends et je vais en payer le prix cher à ces nationaux républicains. Mais à l'époque, dans les colonnes du Monde, j'avais aussi montré dans cette scène primitive, ça fera il y a 30 ans, l'année prochaine, en 93, il y a 30 ans, je fais des enquêtes sur la tentation rouge-brune. Ce qu'on se dit, qui est là, qui macère quand on voit que, par exemple, un des soi-disant opposants à Poutine, que Mélenchon pensait être un interlocuteur, du coup il a reçu son opposant au sein de cette formation politique, a tout de suite épousé le discours poutinien et a été à des manifs célébrant Staline, etc. La tentation rouge-brune dans un mélange entre une sorte de discours post-soviétique et de discours identitaire. Et à l'époque, on l'a oublié, on est en 93, dans ce moment de transition de désordre, vous avez des communistes qui écrivent des choses très très curieuses dans l'Idiot international. Alors tout ça va créer une crise au sein du Parti communiste, ils vont être exclus, mais vous les retrouvez où ces gens-là? À causeur, c'est dans les journaux qui font la propagande zémouriste aujourd'hui, la propagande, les itinéraires, notamment je pense à l'un d'entre eux, c'est même pas la peine de le citer, il n'est pas beaucoup d'importance, mais vous avez des itinéraires de gens comme ça qui sont passés, j'allais dire, en 30 ans, du Parti communiste à Zemmour. Toutes les périodes de transition, c'est pas un jugement moral. Drieux-La Rochelle, 10 ans avant, il était à gauche. Donc toutes les périodes de transition offrent des basculements comme ça. Mais il faut comprendre d'où vient ce basculement. Et en l'occurrence, il vient là du refus de ces solidarités internationales, du refus de l'hospitalité, c'est la question des migrants. Alors pourquoi je cite ça? C'est que je vais faire un prolongement de ce livre
provoquée par la mort d'un ami, qui a été un peu soudaine, Maurice Hollander, qui en 1993 avait lancé un appel à la vigilance qui avait été signé par Derrida, Umberto Eco, Jean-Pierre Vernant et tout le monde. Quand vous le relisez aujourd'hui, il y a tout sur à quoi on s'habitue, c'est-à-dire la montée dans l'espace public d'idéologie de l'inégalité naturelle, car c'est ça, laisser la porte ouverte à l'extrême droite, c'est laisser dans l'espace public, je ne parle pas de la force politique, je parle du fait que dans l'espace public, il soit légitime de dire que les hommes sont supérieurs aux femmes, que les blancs sont supérieurs aux noirs, qu'il y a des religions supérieures à d'autres. Des gens peuvent le penser, peuvent le dire au café du commerce, mais que ce devienne légitime dans l'espace public, alors que ça contrevient aux textes fondamentaux et aux préambules de la Constitution et évidemment aux conventions des droits de l'homme, eh bien, c'est là où se fait une défaite essentielle qui peut produire le pire et entraîner le pire. Et l'autre défaite que pointait cet appel et que l'on voit dans le débat politique aujourd'hui, si vous lisez cette revue qui hélas s'appelle Front Populaire et que vous voyez une interview un débat entre Michel Onfray et Houellebecq, qui est quand même l'écrivain français aujourd'hui le plus traduit, le plus commenté dans le monde. Et c'est un dialogue entre deux fascistes. Ils parlent de souhaiter un Bataclan à l'envers. Ils évoquent en tout cas un Bataclan à l'envers. Genre, voilà, il faudrait qu'on se venge. Il y a des choses terribles dans cette interview qui n'a pas dans ce dialogue. Bon, alors c'est un côté Papy Mougeot. C'est le dessin de Wolinski, là, les deux au comptoir, là. Voilà, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de comprendre comment quelqu'un qui se disait anarchiste, qui faisait etc., et quelqu'un qui a d'abord été édité par Maurice Nadeau, comment des évolutions comme celle-là se passent. Et là, il y a la question de la responsabilité médiatique et de la responsabilité intellectuelle. Comment y voir clair dans ce moment-là? Et donc je voulais dire, ça je vais faire un petit livre pour réhabiliter cette histoire de l'appel à la vigilance, ce moment de 93 qui nous permet de comprendre ce qui nous est arrivé et qui est un appel à se réveiller par rapport à ça. Voilà, en effet, j'ai fait 45 minutes, voire plus. Voilà, je voulais donner un peu comment j'ai bâti ça. Et puis ce livre qui est un instrument. Je ne suis pas spécialiste de l'Ukraine. Il faut lire Anna Colin-Lebedev, il faut lire beaucoup etc. Mais j'ai voulu nous donner... Il y a une phrase que j'aime bien, que j'avais citée dans un livre. Trotsky, pendant son exil clandestin en France, il est interviewé par Malraux pour un journal qui s'appelait Marianne, mais qui n'était pas le Marianne d'aujourd'hui. Et Malraux, alors c'est Malraux, s'il n'y a pas de magnétophone, qui dit « Mais c'est quoi le communisme ?» Et Trotsky, qui était le Trotsky d'exil, pas d'État et tout, dit « Vous savez, la bonne définition, ça pourrait être voir clair. Voir clair. Libérer l'humanité de tout ce qui l'empêche de voir clair. » Voilà. Et donc, moi, j'ai essayé de faire une contribution pour nous aider, j'espère, à voir clair dans tout ça. Après, à chacune et à chacun de voir ce qu'on peut en faire dans l'action concrète. Merci. C'est pas des questions, c'est plutôt des remarques. Oui, bien sûr. La première, je pense que avec ce qui se passe en Ukraine, ce serait important de revenir sur la façon dont l'extrême gauche, en particulier les trotskistes, ont considéré l'Union soviétique. Je crois que ça reste encore extrêmement prenant. Sileps vient de publier le Staline de Trotsky, qui, à mon avis, n'est pas le meilleur livre, c'est moins qu'on puisse dire, de Trotsky. Je crois que ça occulte complémente quelque chose, c'est qu'à partir de la défaite de l'opposition de gauche, et même avant, avec la mort de Lénine, l'URSS devient la continuité de l'empire tsariste. Et qu'il y a une continuité absolue. Alors Moshe Levin a très souvent insisté là-dessus, je crois que c'est un point important,
et qu'il faut vraiment revenir, repenser, et non pas s'enferrer dans un débat historique qui a peut-être eu lieu il y a des décennies, mais qui aujourd'hui ne fait plus sens. Alors, la deuxième remarque concernant la problématique du campisme, je dirais que l'extrême gauche n'a pas toujours résisté à la tentation, et les débats, y compris dans l'extrême gauche sur l'Ukraine aujourd'hui, le monde, à des considérations surdéterminées par des considérations campistes. Alors, je vais prendre deux petites anecdotes historiques. L'une, c'était à l'occasion d'une réunion de la Société pour la résistance à l'ère du temps, donc qui était l'ancêtre de la Société Louis Michel. Il y avait eu un débat avec Benjamin Stora et Mohamed Harbi sur l'Algérie au moment où s'affrontaient les islamistes et l'État algérien. Et le discours de Mohamed était très clair. Il y a deux logiques barbares, les islamistes et l'État. À ce moment-là, quelqu'un, un responsable de la Ligue, se lève et dit « Mais alors, nous, on est où ?» Et Mohamed répond très gentiment « Avec le peuple algérien ». La deuxième anecdote, elle nous renvoie en Russie. Elle est racontée par Roy Medvedev. Au moment du rapport Khrouchtchev, il y a un débat entre des officiels du parti et des membres du parti qui ont été déportés sous Staline. Et à un moment donné, un officiel s'énerve et interpelle un des rescapés des camps en lui disant « Camarade, il faut choisir ton camp ». Et la réponse a été « Mon camp est celui de la Colima ». Je crois que c'est très important par rapport à... Et dernière anecdote, parce que je crois que vraiment, on a beaucoup de peine à échapper à des considérations campistes. Moi, je me souviens, parce que j'ai quelques années derrière moi, au moment de l'intervention soviétique en Afghanistan, il y avait des débats où, en gros, la tendance majoritaire était de dire « les soviétiques font du bon boulot ». Et moi, j'avais quand même suggéré d'aller à Kaboul et de distribuer un tract bienvenue aux troupes soviétiques. Je crois que c'était la seule chose à faire. Alors, dernière remarque par rapport à l'indifférence. Et c'est un peu dans la continuité avec l'extrême difficulté de s'extraire de considérations campistes. Je pense que fondamentalement, par rapport à l'Ukraine, il faut formuler les choses, les Ukrainiens et nous. Les Ukrainiens, c'est un défi de pensée, de solidarité, et non pas nous et les Ukrainiens. Nous et les Ukrainiens, on vient avec notre passé, nos considérations, etc. Et à ce moment-là, je pense que fondamentalement, on retombe dans les débats géopolitiques et complètement. Si on dit, et ça vaut aussi pour les migrants, il faut dire les migrants et nous, et pas nous et les migrants. Je crois que c'est fondamental. L'internationalisme, c'est être effectivement avec ceux d'en bas, ceux qui résistent, ceux qui se battent. Et ça, je crois qu'on a quand même beaucoup de travail à faire dans notre propre espace. Voilà. Juste, il y avait, il y avait une autre main. Voilà. Je vais... Oui, allez. Moi, j'ai une question simple. Si c'est pas le capitalisme qui sécrète en quelque sorte les guerres de conquête, pas plus que l'exténuation des sols et des ressources, alors qu'est-ce que c'est? C'est certainement un élément contributif, mais quels sont les autres éléments contributifs de cette situation qui semble en revenir à des courses au pouvoir quand même? C'était pas notre ligne de pensée jusqu'à présent. Par contre, le rappel du caractère fondamental de la vie des classes, ça c'est toujours nécessaire. Je veux juste intervenir sur un aspect qu'on n'a pas signalé, mais qui même a beaucoup frappé dans cette guerre,
c'est l'impact de la religion, et notamment de ce qui est donné par Poutine, comme le satanisme, etc., et toute la hiérarchie orthodoxe qui a été liée, et qui me semble me rappeler, moi, en fait, à la période tsariste. Il y a aussi cet élément-là qui est important. Voilà. Bonjour. Bien sûr, je souscris entièrement à tout ce discours qui est très intéressant, qu'il faut souligner, qui n'est peut-être pas assez développé. Néanmoins, il y a toujours un mais. Vous ne parlez absolument pas du camp occidental, des enjeux entre ces deux impérialismes. L'impérialisme, enfin, comme vous dites, le campiste, américain et occidental et européen, enfin l'Union européenne. Et bien sûr, cet empire russe que vous avez bien développé. Aujourd'hui, par exemple, dans le gouvernement ukrainien est en train de détruire certaines règles sociales pour s'intégrer dans ce monde capitaliste européen, par exemple. Alors, bon, j'ai vraiment des problèmes de mémoire. Mais il m'a semblé aussi qu'à un moment donné, en Ukraine, on a interdit la langue russe, si je ne me trompe pas. Et donc il y avait quand même une grande partie de la population qui était russe. Ce que je voulais dire, c'est que votre discours est très bien, il est utile, il est nécessaire, mais pour atténuer un petit peu l'aspect campiste, il faudrait et donc pour pouvoir vraiment avoir une vision qui pour moi me paraîtrait plus globale, c'est aussi développer l'action. Enfin, le camp occidental n'a pas été inactif. Il y a eu des accords qui ont été signés avec Poutine. Ces accords n'ont pas été respectés par le camp occidental par rapport à la Crimée, etc. et autres. Et donc, ça, vous ne l'abordez pas. Donc, est-ce un oubli? Est-ce que parce qu'il fallait vraiment, pour vous, attirer l'attention sur ce qui était essentiel? Ou est-ce que, alors je vais être un peu provocateur, hein, juste pour mettre un petit peu d'ambiance, est-ce que c'est pas un aveuglement aussi de votre part, en voulant détruire le campisme, auquel je suis aussi attaché, enfin, non, attaché, non, contre lequel je suis aussi d'accord avec vous. Voilà. Mais donc, ce que je voulais, enfin, pour simplifier un petit peu, parce que je ne m'exprime pas très bien, c'est en fait, ça manque de nuances. Une dernière question et puis derrière et puis ensuite ça fait beaucoup de choses. Première volée de trois verres. Oui, tout à l'heure on a parlé de l'Union soviétique stalinienne comme héritière de l'empire tsariste et le régime poutinien kabyliste comme héritier de cet héritier. Sur la politique étrangère, on peut le concevoir, mais quand même, le régime tsariste, avec toutes ses horreurs, n'a pas commis le millième des crimes qu'a commis l'Union soviétique. C'est-à-dire que, par exemple, les opposants politiques, comme Trotsky, quand il était condamné, il était extrêmement bien traité, les gardiens respectaient ses intellectuels, et il n'était pas exterminé par le travail et par la faim. Je crois qu'il y a quand même un abîme entre les crimes staliniens et les crimes tsaristes. Et puis, il y a une remarque aussi qui me paraît importante. Moi aussi, j'ai vu que Zelensky avait des côtés ultra-libéraux. Mais quand on a soutenu le peuple algérien et le FLN, en dépit de toutes ces limitations, c'est pas de l'aveuglement. On choisit un camp, effectivement, celui des opprimés, et je pense que les Ukrainiens sauront faire le tri, une fois qu'ils auront chassé les Russes. Moi, je me souviens de ces Russes à Kherson disant « on n'a plus de gaz, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de courant, on n'a plus d'Internet, mais on n'a plus les Russes ». Et je pense que cette nation qui s'est construite dans la guerre saura faire le ménage et saura défendre ses droits. Mais je pense qu'il faut d'abord les défendre. Allez, à Edoui. Non, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que la souffrance principale est celle des Ukrainiens et qu'on doit toujours, dans toutes les circonstances, être du côté du peuple.
des souffrances des peuples qui sont infligées par ces gens qui sont contre nous, contre les peuples. Oui, il y a beaucoup de choses, je vais continuer. Hein. Voilà, c'est des questionnements qui sont logiques. D'abord, en écho à ce qu'a dit Denis. Dans le livre, je rappelle, parce que il y a un livre qu'a fait un historien qui s'appelait L'arrière-pensée de Jaurès, Henri Guillemin. Et en fait, il y aurait un livre à faire qui est l'arrière-pensée de Trotsky, qui n'est pas fait. Le mystère de pourquoi il ne se bat pas à partir de 1924 et au moment de la mort de Lénine, pourquoi il se laisse manœuvrer sur l'absence aux obsèques, et puis il a 2 ans d'éclipse. On sent qu'il y a une sorte de retrait, d'impuissance. Voilà. Et puis, l'arrière-pensée, elle est confiée dans le témoignage de sa veuve et camarade d'exil et de lutte, Natalia Sedova, de Natalia, qui, comme vous le savez, avait sa grande amie française, Marguerite Bonnet, était à la fois celle qui s'est occupée des œuvres de Trotsky, mais des œuvres d'André Breton. Hein, le Pléiade sur André Breton chez Gallimard, c'est Marguerite Bonnet, hein, qui était la grande amie d'Erosmer et qui était la grande amie. Natalia, qui est décédée au début des années 60, elle venait chez Marguerite Bonnet. Hein, c'était là qu'elle était. Et Natalia, en fait, c'est elle qui dit que Trotsky lui a dit, il faut tout, absolument tout repenser. Et c'est elle qui dit que Trotsky lui disait, qui lui prévoyait la catastrophe mondiale. Il disait, mais si ce régime survit à cette catastrophe, eh ben c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos analyses. C'est-à-dire que pour lui, il fallait repenser. Et c'est d'ailleurs une sorte de débat avec l'ange ou le démon, c'est ce qui habite Défense du marxisme, hein, qui est son livre de discussion avec les évolutions de certains trotskistes américains. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a la réponse à ce que dit Denis. C'est que Natalia Sedova, depuis le Mexique, écrit, c'est exactement en 1951, au comité exécutif de la 4e internationale pour lui annoncer sa démission. Elle proclame sa fidélité aux idéaux socialistes et révolutionnaires, mais elle refuse l'opinion qui, au prétexte d'une défense inconditionnelle de l'URSS face à l'impérialisme, conduit les héritiers politiques de Trotsky à se ranger, malgré leurs critiques, derrière le camp soviétique. Et aussi audacieux, elle est pour moi audacieuse et visionnaire, cette dénonciation du campisme, qui aujourd'hui encore paralyse la gauche, c'est moi qui écris face aux menées poutiniennes, ben vous savez quoi? Elle fut reçue avec mépris par les dirigeants d'alors de l'internationale trotskiste. Je les cite, et j'ai mon hypothèse sur celui qui a tenu la plume. Son acte est objectivement une capitulation sous la pression de l'impérialisme américain, osant même comparer sa décision à une de ses réactions émotionnelles à la brutalité du régime stalinien. Je passe sur le machisme de ça, mais ce qu'il y a derrière, moi je suis convaincu que c'est Pablo qui a écrit ça, c'est dans ce moment-là, qui va être profondément, y compris dans l'engagement à la question coloniale et avec la cause algérienne, il va faire des choses bien aussi, mais qui va être profondément campiste hein, dans sa vision du monde jusqu'au moment des révolutions, des guerres yougoslaves. Hein, dans les guerres yougoslaves, il va s'aligner, comme compris des communistes grecs, il va s'aligner sur le point de vue grand serbe. Ce qui est sidérant, c'est que quand même, ils reçoivent ça de Natalia, ils la traitent, ils disent voilà,
elle qui avait quand même, ils ont perdu des enfants, ils ont perdu, enfin voilà, et elle a tenu bon avec une très grande dignité, élevé leur petit-fils, etc. Et il lui dit, voilà, c'est un truc émotionnel, et globalement, comme dit dans son dernier blog Jean-Luc Mélenchon, ce sont les aboyeurs atlantistes et pro-américains qui encore ont fait des leurs. Donc cette question-là a été posée. Et moi, je dis aujourd'hui qu'on a assez de recul historique pour à la fois être dans la nuance, et je vais y revenir, comprendre ce que Moshe Levin a profondément documenté, c'est-à-dire la vitalité du peuple russe, la façon dont le peuple russe, les peuples de l'Union soviétique, dans l'oppression, ont en même temps inventé des résistances, ont inventé des solidarités, ont inventé des réponses qui ont fait que beaucoup de gens ont pu devenir découvrir face au nazisme cette solidarité et ce sursaut qui n'était pas celui du régime, qui était celui du peuple. Mais je crois qu'il faut dire, et je suis plutôt d'accord avec Denis, que hélas, il n'y a pas grand-chose à sauver de cette histoire, hein, et que cette histoire n'est pas un référent quand on veut aujourd'hui penser notre monde, si en plus on sort des logiques avant-gardistes et substitutistes qui ont quand même amené à ce qui permettra au plus obscur des bons hommes de rafler la mise, et je le rappelle, d'exterminer tous ses camarades. Hein. Ceux qui ne sont pas morts de mort naturelle sont morts dans les 3 grands procès et dans les purges des années 30. C'est-à-dire les gens qui étaient au même comité central que lui, hein, qui avaient autrement, il n'a eu aucun problème, et dans une culture qui n'est pas une culture obscure, hein, qui est des listes au bureau politique, donc dans une culture de violence intrinsèque mise au cœur de l'État au nom d'une violence substitutiste de la politique avant-gardiste, hein, c'est ça qui a été détourné. C'est le premier point. Deuxième point, sur le capitalisme et votre question. Le capitalisme, il est là, au cœur de tout ça. Vous savez, regardez ce qui s'est passé en Chine. Ce soulèvement de la population sur un confinement autoritaire qui commençait à les rendre fous. C'est la plus grande usine de fabrication d'iPhone. C'est le prolétariat qui s'est révolté. Le prolétariat, des prolétaires, des ouvriers qui allaient à l'usine et qui étaient enfermés dans leur usine. Et donc c'est l'alliance entre le capitalisme le plus multinational, celui d'Apple, hein, avec sa capitalisation énorme, hein, et le parti État et oligarchique de la puissance chinoise. Donc bien sûr que c'est une conversion au capitalisme avec des aspects simplement. C'est une économie capitaliste en Chine. C'est une économie capitaliste avec des capitalistes, des gens qui s'enrichissent, des gens qui en exploitent d'autres, et puis des règlements de compte par moment quand il y a des logiques de pouvoir. Mais c'est une économie capitaliste ouverte à des alliances sur le marché international, avec la bourse, avec la spéculation, avec simplement dans des logiques. Les logiques de pouvoir, c'est qu'à un moment, on en prend un parce que celui-là, on prend l'alibi de la corruption pour régler des comptes de l'autre, mais ce sont comme on dit, les princes rouges, comme ce sont les oligarques en Russie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu toute cette tolérance, parce qu'ils parlaient le même langage d'argent, le même langage de paradis offshore, de logique spéculative financière. Pour ça que nous devons regarder en face la nouveauté de ce qui arrive, hein, et quels que soient ces habillages. Deuxièmement, la religion, je ne suis pas sûr, je parle sous contrôle de Denis, que ce soit si nouveau. Quand Staline fait la Grande Guerre patriotique, quand il est obligé de se réveiller, car c'est à cause de lui que ça a failli louper, comme dire que le nazisme aurait pu gagner pour longtemps, il fait le retour à la Sainte-Russie. Hein. Il le fait, y compris il change l'hymne, et d'ailleurs il supprime l'international à ce moment-là. Hein, et il y a eu toujours cette logique-là. En revanche, et on en revient à
à la question sur le camp occidental. Je crois pas. Mon propos là, c'est d'interpeller celles et ceux qui jusqu'à la dernière minute ont dit ça n'adviendra pas cet événement. Donc, il faut essayer de dire, bah si, il y avait des bonnes raisons de penser que cet événement pouvait advenir. Et voilà pourquoi vous ne l'avez pas vu venir. Par ailleurs, il est évident que, comme dans une prophétie autoréalisatrice, Poutine offre à la puissance américaine une opportunité. Il crée une réalité. Ce n'est pas l'OTAN qui est au cœur de la question ukrainienne, aucunement, factuellement. Il n'y a pas de logique. C'est d'abord le soulèvement et le mouvement d'un peuple. Simplement, à partir du moment où il y a cette agression, eh bien, il y a un peuple qui a besoin de s'armer, qui a besoin de protection, et donc qui donne une opportunité à l'alliance atlantique nord-américaine, qui était tournée comme une tourelle de char vers l'Asie. Elle n'était plus tournée vers l'Europe. Sa priorité était la Chine. Et là, comme une tourelle de char, elle se réinstalle. Et là, c'est aussi un problème qui nous est posé, l'absence de réponse européenne à ces questions de solidarité, de défense, de sécurité. Quand vous êtes lituanien, quand vous êtes hongrois, quand vous êtes polonais, quand vous êtes ça, sur qui vous vous appuyez pour vous défendre par rapport à une puissance qui veut vous annexer, qui veut vous dominer. Et là, ce sont des questions très concrètes. Mais je vais aller jusqu'au bout de la question. Moi, ce que j'interpelle, c'est aussi l'idée de l'égalité. Comme on dit, il y a des impérialismes et donc on renvoie à tout le monde. Bien sûr qu'il y a des impérialismes et que notre conscience critique de ce qui peut être fait au nom de nos propres peuples doit être maintenue. Mais il y a une petite différence, ce que rappelait George Orwell en 1940. En 1940, on connaît, la solution finale n'avait pas encore commencé, la monstruosité inédite des crimes nazis n'était pas connue, n'était pas même en acte à ce moment-là de la même manière. Et à l'époque, la gauche anglaise était sur la logique des deux impérialismes. Parce qu'elle était anti-impérialisme par rapport à l'impérialisme anglais qui en Inde faisait des choses pas bien du tout, réprimait des peuples, avait des camps de détention pas du tout légaux, etc. Et donc, Orwell, à ce moment-là, interpelle et dit « Oui, c'est vrai que les nazis en Pologne font des choses pas plus jolies que ce que nous faisons en Inde. » C'est sûr. C'est sûr. Il l'écrit comme ça en 40. La seule 40-41. Il dit la seule différence, c'est que nous pouvons le dire. Et là, il y a une très grande différence, parce que la solidarité dont nous parlons là n'est pas que la solidarité avec les Ukrainiens, c'est la solidarité avec les Russes. Quel est le pire ennemi du peuple russe aujourd'hui? Le régime de Poutine. Quand même, l'ampleur de la répression sur son peuple, quand même, sur ses opposants, sur ses journalistes, sur ses défenseurs des droits humains. Il faut lire l'interview qu'on a publiée d'un des exilés, d'un des fondateurs de Mémorial, qui est une figure qu'on a publiée sur Mediapart, et puis le discours du représentant de Mémorial au prix Nobel la semaine dernière. Donc il y a toute une vitalité, toute une histoire du peuple russe qui est balayée par une forme de pouvoir tout à fait réactionnaire, tout à fait liberticide, et c'est cette réalité-là. Et l'équivalent de cette réalité-là aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, le frère de Poutine, il s'appelle Trump. Comme ici, il s'appelle Marine Le Pen et Zemmour. Donc il y a des degrés. Je suis désolé, mais Biden et Trump, c'est pas la même chose, même s'il y a un impérial. Voilà. Et donc, il faut prendre conscience de la nature de ce que ça représente. Et enfin, il y avait une question sur les crimes. Moi, je suis toujours embêté par cette question. Je ne suis pas, spontanément, mais je ne suis pas assez au fait de toute l'histoire russe pour vous citer l'énumération de la monstruosité des crimes du régime tsariste. Je vous inviterai à relire ce qu'écrivait Marx de ce régime ou d'autres, mais qui était un régime d'une très grande violence contre son peuple, de servage, de brutalité, etc. Mais, voilà. Mais je suis de toute façon embêté, comme je suis embêté, et c'est un vrai débat qu'on a dans ce qu'on appelait et moi je viens de là, dans le monde qu'on appelait le tiers-monde, les causes de la question coloniale,
comme je suis embêté avec le 2 poids, 2 mesures. Oui, bien sûr. Moi, je n'oublie pas la Palestine. C'est-à-dire que si on combat l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie, on rappelle qu'il y a un pays qui, toujours, occupe illégalement, y compris avec des résolutions des Nations Unies, des territoires qui ne lui appartiennent pas. Ce sont les territoires palestiniens depuis la guerre de 67. Hein, voilà, donc, et qu'il y a d'autres annexions hein, qu'on doit rappeler. De la même manière que quand on parle de justice pénale internationale pour Poutine, pour les crimes de guerre, etc., il faut rappeler que les États-Unis d'Amérique n'ont toujours pas reconnu la CPI pour qu'on ne vienne pas les mettre devant leurs propres crimes. Je pense à la torture, je pense à tout ce qui s'est passé au moment de l'après 11 septembre et de l'Irak, et les prisons secrètes, et Guantanamo, et tout ça. Et donc, ils n'ont pas signé la CPI, et c'est pour ça, je vous le rappelle, qu'il a fallu faire des tribunaux internationaux ad hoc dans le cas des 2 cas génocidaires de la fin du XXe siècle, c'est-à-dire dans le cas de la Yougoslavie et dans le cas du Rwanda. Donc ce sont des tribunaux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à nouveau, on dit qu'il faudrait faire un tribunal pénal international spécial. Pourquoi pas la CPI? Parce que ni les États-Unis, ni son allié le plus direct au Moyen-Orient, c'est-à-dire Israël, n'ont accepté la CPI hein, et ne veulent pas cette justice pénale internationale qui les obligerait à rendre compte. Donc il faut tenir tous les bouts. Mais il faut tenir tous les bouts avec la conscience. C'est pour ça que je disais que, par exemple, le 2 poids, 2 mesures ne doit pas être un alibi pour dire « Regardez tous les crimes qu'ils ont faits et maintenant vous nous demandez de nous mobiliser pour d'autres crimes. » Oui, bien sûr. Je suis entièrement d'accord. Il y a un campisme atlantiste. Il y a un campisme automatique qui va aller, Bernard-Henri Lévy, sans aucun problème, il ira tout de suite sur la question ukrainienne et il ira évidemment pas sur la question palestinienne. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas y aller et ne pas entendre. C'est pour ça les gens qui se battent en Ukraine, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous dire, comme selon ma caricature, abonnez-vous. Les reporters se succèdent en Ukraine. Et les derniers reportages de Mathilde Gohanek, qui connaît bien l'Ukraine, sont formidables. Hein, nous documentons ceux qui sont à la fois au front et qui combattent la régression sociale au nom de la loi martiale sur le code du travail. Nous avons fait un papier sur les militants LGBT ukrainiens qui combattent l'homophobie dans la solidarité avec le front, qui viennent apporter au front des équipements et qui disent aux machos homophobes qu'il peut y avoir dans une unité militaire, ils disent « ça vous choque pas, ça y est, ça a été collecté par c'est la solidarité de la communauté gay de telle ville ». Hein, et donc ces combats, et là ça rejoint ce que vous disiez, les peuples se mettent en mouvement. Hein. Bien sûr que l'indépendance algérienne a été en grande part trahie, mais on sait tous que ça a été aussi une révolution, comme le livre de Malika Rahel, Algérie 62, le raconte très bien. D'ailleurs, ça soulève un peuple. Et c'est actuellement ce qui se passe en Ukraine, avec toutes sortes de débats, malgré la guerre, en même temps que la guerre, et avec lucidité. Par exemple, ça peut vous surprendre, mais il y a 1 an, l'Ukraine avait voté, ce que nous n'avons pas voté, une loi pour que les oligarques ne soient plus propriétaires des médias. C'est pas le cas hein, chez nous. Hein. Petite parenthèse. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans l'application à cause du contexte militaire? Ben, c'est l'État qui ramène les médias, donc qui en fait des médias à lui, des médias de propagande. Alors les oligarques, en plus, ils avaient plus encore moins leur mot à dire que leur fortune dans la kleptocratie post-soviétique était plutôt à l'Est. Les grandes usines, les mines, tout ça sont à l'Est. Donc pour certains, ils ont plus beaucoup d'argent. Mais donc il y a un débat aujourd'hui aussi sur la liberté de l'information. Vous savez, le Conseil de l'Europe fait régulièrement un examen de ces pays, hein, une sorte de bilan des membres du Conseil de l'Europe, dont la Russie n'est plus, mais elle l'était. Hein, le Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne. Et dans cet examen, j'ai été auditionné parce qu'ils ont une mission de 2 parlementaires du Conseil de l'Europe sur la France. Et j'ai été auditionné sur les questions de liberté, de démocratie, de liberté de l'information, de concentration en France. La parlementaire qui m'a auditionné et qui était très surprise parce qu'elle pensait que c'était idéal en France par rapport à chez elle est une parlementaire ukrainienne.
Hein. Donc, je veux dire, et on a parlé la même langue. Et donc, et c'est pour ça qu'il faut, le vrai problème, aujourd'hui, on a des infos de Russie, on a même quelqu'un qui travaille un peu pour nous, mais c'est de plus en plus compliqué. Mais on essaye, via les opposants, de raconter, de donner la voix à tout ça. Et donc, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que le deux poids, deux mesures ne peut jamais être un alibi à ne pas se dire, bah oui, c'est pas parce qu'il y a eu d'autres crimes qu'il ne faut pas être au rendez-vous là. Et je pense qu'on paye quelque chose de très cher hein, sur l'indifférence aux révolutions arabes et à ce qui s'est passé sur la Syrie. L'Allemagne a accueilli 9 fois plus de gens que la France. Et ça change quelque chose dans la société allemande où l'extrême droite n'est pas au niveau qu'elle est chez nous. Je suis désolé, elle n'est pas au niveau. Hein, et où, au contraire, et les menées même violentes d'extrême droite sont réprimées tout de suite, hein, comme confère le complot récent, hein, et où on n'a pas dans les médias le déferlement de haine que nous avons chez nous, avec CNews, avec C8, etc. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une société idéale, ça ne veut pas dire que... etc. Mais ça veut dire que, je redis encore une fois, les idéaux d'émancipation ont besoin d'un espace pluraliste pour être promu, pour être défendu. Et s'il n'y a plus cet espace pluraliste, c'est tout à fait autre chose. Hein, c'est la fin. Hein, on ne peut plus le faire. Moi, je suis le type que je suis. En Russie, il serait soit assassiné, soit en prison, soit en exil. Mais il n'existerait pas dans le paysage de l'espace public. Et donc, c'est pareil pour le poids des morts. Hein, même si je pense qu'il y a eu toute une montagne de morts et que, du régime stariste, et que la violence, sans tomber dans les l'essentialisation des peuples, que la violence très liée aussi à la guerre civile et à la violence de la guerre civile. Par exemple, quand on parle de l'Ukraine, il y a une première famine ukrainienne, mais qui est la famine de la violence de la guerre civile, hein, au début des années 20, qui est terrible, hein, qui est déjà terrible, hein, et qui est là, et qui est, entre parenthèses, qui est documenté. Il y a eu un film par des images, ce qui n'est pas le cas de la seconde, celle de l'Holodomor, celle de 1933, qui est documentée par des images, justement parce qu'elles étaient... on était encore dans le souffle révolutionnaire, et il y avait des cinéastes futurs soviétiques qui pouvaient prendre des images parce que cette famine était aussi provoquée par la brutalité des armées blanches, parce qu'elle provoquait... Non, mais bien sûr, mais je le sais, je dis juste, c'est pour ça qu'il y avait des images. Non, le documentaire qui est passé là récemment, l'a fait avec, sur l'Holodomor et qui reprend des images. C'est pour ça que je disais juste le fait qu'il y a des images. Mais je dis juste que le poids des morts, voilà, c'est pas... On a eu ce débat au moment du livre noir sur le communisme, dire voilà, au poids des morts, et l'extrême droite s'est emparée de ça, qui est une façon aussi de relativiser les crimes du nazisme, hein, voilà, et puis finalement, au bout d'un moment, de les mettre de côté et de commencer à douter des 6 millions de morts. Hein. Vous connaissez quand même, le négationnisme a été très fort. Je veux dire, vous savez... la phrase de Peggy, hein, un seul crime, un seul crime, un seul crime. Et je l'ai souvent citée, elle est assez longue, elle est ratiocineuse. C'est une phrase de Dreyfusard. Un seul crime, surtout s'il est officiellement commis, s'il est officiellement légalisé. Un seul crime suffit à perdre tout un peuple. Hein. Bon, et voilà, un seul crime fait au nom de la raison d'État, au nom de l'ordre, au nom du pouvoir. Voilà, donc un seul crime, c'est pas le nombre qui fait la question. Je pense avoir à peu près balayé toutes les questions. Et juste pour rappeler quand même, quand on parlait de cet impérialisme russe, qu'on a parlé de l'Afghanistan, et je voudrais redire sur le campisme, et je pense à notre génération et à Paolo qui est là, qui est de l'Amérique latine au départ. Et moi, je me souviens, je suis issu d'une histoire tiers-mondiste, des questions coloniales, les Antilles, puis l'Algérie. Je suis culture guévariste, pourrait-on dire. Voilà. Je viens en 68 à Paris, je passe à la fin de l'été 68, après avoir vu mes grands-parents, avant de retourner à Alger. Je vais, ce qui était notre université populaire, à la librairie Maspero, et je vois grandement le journal officiel cubain.
mon premier acte politique, un an avant, en 67, ça a été de rendre visite à l'ambassadeur de Cuba à Alger, pour lui envoyer un message des lycéens de lycée Victor Hugo d'Alger de solidarité avec le peuple de Cuba après la mort de Che Guevara. Bon, ça peut faire sourire. Bon, ben voilà, j'avais 15 ans. Bon, voilà, on fait ce qu'on voilà. Et puis, ce qui était drôle en plus, c'est que l'ambassadeur de Cuba nous a servi la boisson impérialiste, le Coca-Cola. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me retrouve à la librairie Maspero et je vois, je n'ai pas le transition, je vois la une de Grande Main. Et pour moi, ça a été un déclic. Et pour moi, je crois que c'est le déclic qui probablement fait qu'après, intellectuellement, j'ai rencontré l'opposition de gauche au stalinisme et ceux qui, pour moi, tenaient tous les bouts. La révolution coloniale, la révolution anti-bureaucratique et la lutte ici contre les injustices sociales du capitalisme. Et ben, je vois l'alignement de Cuba qui soutient l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie et la fin du printemps de Prague. Hein. Et là, je me dis, mais ça ne va pas, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et là, en clair, je vois, pour moi, cette révolution cubaine, elle est saisie par l'État, par des logiques de puissance, et la suite va la démontrer, hein, y compris, et d'ailleurs c'est toujours le cas, la suite va la démontrer, et un des épisodes qui va créer beaucoup de ruptures, on l'a oublié, au-delà des opposants et au-delà de la violence d'un régime de parti unique, c'est la diabolisation et la répression des minorités, et en l'occurrence, à nouveau, des homosexuels. Il faut se rappeler de l'affaire Padilla, hein, c'est un écrivain cubain, et je dis ça parce que, voilà, pour moi, en 68, je vais avoir 16 ans, j'ai pas encore 16 ans, et je vois ça, et je me dis, là, ça colle pas, ça colle pas. Et là, il y a une vision qui ne colle pas avec ce qu'est, pour moi, l'internationalisme et la solidarité avec les peuples. Alors, Tchécoslovaquie, avant, il y a eu Hongrie, avant, il y a eu tous les autres épisodes, Afghanistan, et vous connaissez, voilà, c'est la même histoire, et tu as eu raison de rappeler ce moment d'hésitation où finalement quand même la position prise a été claire, mais ce moment d'hésitation au moment de l'Afghanistan, dont je rappelle, l'invasion soviétique de l'Afghanistan est au cœur des désordres que nous payons aujourd'hui. Hein. C'est l'Union soviétique qui dit il y a des barbares, hein, ça nous échappe. Et on va civiliser ce pays, l'Afghanistan. Et vous connaissez la suite. Prophétie autoréalisatrice, opportunité pour les États-Unis avec l'aide de l'Arabie Saoudite et son financement. Et du coup, les monstres nouveaux naissent dans la foulée de tout ça. Hein. Et c'est pour ça que ce n'est pas, par exemple, la catastrophe Afghanistan, puis terrorisme islamiste et tout ça, etc. Il n'y a pas que l'impérialisme occidental qui en est le responsable. L'impérialisme russe en est aussi le coproducteur par ses aveuglements et ses fautes. Peut-être encore une ou deux questions. Deux. Il y en a deux. Deux, c'est bien. Et alors on fait court parce que le vin chaud chauffe. C'est juste par rapport à la question des langues que tu as soulevées tout à l'heure, à savoir, ça c'est un argument qui est très souvent mis en avant par les partisans poutiniens qui essayent de remettre en cause la révolution ukrainienne et les soi-disant oppressions des Donbass de la Crimée, c'est le fait qu'il y ait eu des restrictions sur la liberté de la langue russe. Il y a quand même deux choses. C'est que pour des populations qui ne parlent que le russe, dans ces régions-là, ça veut dire qu'elles n'ont qu'une seule version des choses. Et c'est terrible, parce que vous avez 15%, 20% notamment des personnes âgées qui, dans ces régions-là, n'ont jamais connaissance de ce qui se passe, parce qu'elles ne connaissent pas l'ukrainien, elles ne connaissent que le russe. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, il y a eu le Parlement ukrainien qui a voté en pleine guerre récemment
une loi pour protéger les minorités, y compris ethniques. Et notamment de les reconnaître et de pouvoir leur permettre de parler leur langue. Je vais revenir un peu. C'est pour les tapables. Bien, faites passer à Philippe. Alors, je voudrais revenir sur un point, c'est-à-dire, là, il s'agit de voix claire. Parle dans le micro. Il s'agit de voix claire, mais il y a quand même pas mal de brouillard. Et je vais revenir sur l'épreuve et la contre-épreuve. L'épreuve de la guerre de Yougoslavie, elle s'est quand même terminée par des accords de Dayton qui entérinent le partage ethnique de la Yougoslavie. Et c'est quand même une immense défaite. Et donc ça, c'est quand même une chose à voir à l'avance. Et d'expliquer aussi ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on peut avoir une discussion sur est-ce qu'il fallait soutenir les États-Unis ou l'OTAN, etc. Mais il faut quand même arriver au résultat et voir. Et là, je pense à quelque chose maintenant, il n'y a aucune ambiguïté. Moi, je suis absolument d'accord avec la position que tu prends, je veux dire, pas d'hémiplégie. Cependant, justement, pas d'hémiplégie, ça veut dire que j'ai quand même deux côtés pour voir les choses. Et là, je crois que dans la discussion qu'il y a au sein de la gauche et dans les gauches sur cette question du campisme, ça peut avoir aussi un effet de nous paralyser et de ne pas comprendre et d'aller chercher toujours en avant, en arrière, des explications, etc. et de ne pas comprendre justement ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant, je le crains, c'est que par exemple, j'ai l'impression que ceux qui défendent des positions, on va dire campistes, qui défendent par exemple que les Ukrainiens que la paix c'est le plus important, qu'il faut arrêter la guerre maintenant, etc., reconnaître l'état de fait, ces personnes-là, et qui se posent dans une position anti-impérialiste en surestimant la position des États-Unis, par exemple, et bien finalement, quand on regarde bien les choses, leur position, elle coïncide avec les positions qui vont arriver justement des puissances impérialistes. En Allemagne, le gouvernement allemand et le gouvernement français, par exemple, ils ne sont pas du tout dans une position de poursuite de la guerre. Et je pense qu'il y a des intérêts économiques, notamment les intérêts du pétrole, je veux dire, qui sont assez puissants pour qu'il y ait une union et que, à l'issue de cette guerre, eh bien, les Ukrainiens soient les dindons de la farce. C'est-à-dire que là, ce ne sera pas les Russes qui vont leur imposer quelque chose, mais peut-être aussi les États-Unis. Donc, et un compromis qui sera inacceptable. Donc il y a déjà des déclarations de dirigeants américains qui disent qu'ils doivent peut-être accepter de perdre des territoires, etc. Donc cette discussion-là, on doit l'avoir, parce que sinon on est en train de discuter d'un débat d'arrière-garde et que le débat qui est devant nous, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant et comment on aborde cette guerre nouvelle et qui va durer. Ce sera l'objet d'une autre conférence. Une dernière question. Je voudrais juste signaler, j'ai écouté une émission sur France Culture qui est le cours de l'histoire, et ils ont interviewé des historiens qui expliquaient l'origine de l'Ukraine, mais sans prétention, hein, mais quand même c'était faux. Ils expliquaient en fait que l'Ukraine c'était à la base des Cosaques. Mais et puis il y avait un nom, mais moi je n'ai pas le nom du nom, c'est dommage, mais on peut taper l'Ukraine, le cours de l'histoire, France Culture, tout arrive. Pour vous dire que ça s'appelait la Rousse, l'Ukraine. Et c'est les Russes qui ont pris le nom de la Russie. Et ça remonte à des milliers d'années. Ils reviennent en arrière sur 1000 ans. Ça, c'était passionnant, l'origine de l'Ukraine. Et l'Ukraine, comme à la base, c'était des Cosaques, ils étaient toujours libres de penser. C'était des gens libres dans leur état, dans leur pensée, dans leur être. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ils sont aujourd'hui. Ils n'ont jamais voulu être dirigés, commandés. C'est passionnant, c'est 4 émissions, il y en a 4. C'est le cours de l'histoire à 9h le matin. Moi, je vais les écouter en replay pour tout vous dire, mais
un peu en retard, mais ça a dû être programmé, je ne sais plus si c'était en octobre. Mais j'ai pas les noms. Il y a un nom précis pour dire les ethnies à l'époque des invasions en tout genre. Ça remonte à 1000 ans tout ça. Oui. Ils avaient des noms, et ces noms-là, ça a été repris par les Russes, qui n'étaient rien du tout à l'époque. À l'origine, les fondateurs de Rus, ce sont des Varegs, donc des Vikings, oui. Comme moi. Bon, ouais, c'est pour ça que il y a l'autre livre là d'un autre auteur qui est aussi sur les peuples frères ou ennemis. J'ai oublié son nom, mais Anna Colin-Lebedev revient sur tout ça et elle met tout ça en perspective. Mais ce que je veux dire par rapport à la question des langues là qui a été abordée. Ils sont en train de parler, donc ils ne vont pas écouter là. Par rapport à la question des langues. Attendez. Par rapport à la question des langues. Par rapport à la question. Non, je voulais dire, tout nationalisme, y compris nationalisme face à une puissance oppressive, peut avoir des excès et des abus. Moi, j'ai vécu, faisant ma première année de fac à Alger, l'arabisation brutale du système universitaire algérien, avec des enseignants qui venaient du Yémen ou d'Égypte et qui étaient très mauvais. Et pédagogiquement, je veux dire, bon, on peut se dire que cette arabisation brutale, par rapport à la puissance coloniale, ça se fait en 69-70, est une régression par rapport à la diversité, que l'Algérie est un peuple qui a une histoire multiforme, y compris dans la relation culturelle, même si c'est une relation contrainte et tout ce qu'il y a de plus forcé, avec la culture française dans le cadre de la colonisation. Donc il peut y avoir des décisions qui paraissent comme ça. Mais je pense que sur ce qui s'est passé là en Ukraine, il ne faut pas du tout oublier, qui est ce que vous avez rappelé, Renaud, avec ça, c'est que justement, jusqu'après l'Holodomor, la période des années 20 en Ukraine, sous le régime soviétique, est une période de respect des minorités. On pouvait publier en ukrainien, on pouvait publier en yiddish, c'était une des très fortes communautés juives d'Europe, qui va pour l'essentiel disparaître, et avec toutes sortes d'auteurs, de créateurs, de poètes, etc. La diversité culturelle, la diversité linguistique était présente. Et donc, dans les décisions qui sont prises comme des arguments, il y a aussi la réaction par rapport à un pouvoir qui voulait russifier, c'est-à-dire imposer sa langue, sa culture, en s'estimant propriétaire, en s'estimant dominateur. Deuxièmement, par rapport à ta question et au débat sur le bilan de la Yougoslavie, premièrement, pour en débattre au fond, rendez-vous le 4 février, puisque le Courrier des Balkans, avec lequel on travaille beaucoup, Laurent Gélin, qui est actuellement en reportage là-bas, et du Courrier des Balkans, qui est en reportage pour nous, et Jean-Arnaud Derins, font le 4 février, c'est un samedi, je sais plus combien d'anniversaire du Courrier des Balkans, font un retour Ukraine-Yougoslavie. Et je débattrai notamment avec Catherine Samari dans ce contexte. Voilà. Donc on peut tout à fait dire au final, oui, les accords de Dayton entérinent au fond les dégâts de la guerre par rapport au côté multiethnique, notamment de la Bosnie, de sa diversité, etc. Et pour ma part, j'ai jamais défendu qu'il fallait soutenir l'OTAN. J'ai dit juste qu'il faut soutenir les peuples qui se défendent. Et en l'occurrence, bon, il faut soutenir les Ukrainiens qui continuent. C'est quand même le peuple ukrainien, c'est pas une armée occidentale, c'est le peuple ukrainien qui a réussi un exceptionnel sursaut, un exceptionnel sursaut pour empêcher la première offensive. Et avec évidemment des contradictions. Oui, il y a aussi une extrême droite ukrainienne, petite et minoritaire et très peu représentée politiquement, mais il y a eu ce sursaut
populaire, parce qu'il y a eu une révolution démocratique, il y a eu un élan démocratique, et donc ça crée des dynamiques, et qui est vraiment, très, très présent. Et donc, pour moi, c'est vraiment cela qu'il faut voir. Alors, aujourd'hui, qui sont ceux qui, vraiment, sont dans une logique, celle que tu as décrite? L'avant-garde pour une négociation avec Poutine, l'avant-garde de mettre le frein sur la résistance ukrainienne, l'avant-garde de dire il faut lui laisser la Crimée. Il est chez nous, il s'appelle Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron. C'est pas Biden, c'est pas le discours du pouvoir actuel américain, ce sera peut-être le discours de Trump, mais ça a été une tentation d'une partie de parlementaires démocrates, hein, d'ailleurs venus plutôt de la gauche du Parti démocrate, hein, qui depuis ont ravalé leur position et ont réfléchi, etc. Mais aujourd'hui, celui qui est sur cette position-là, il faut donner une porte de sortie à Poutine, il ne faut pas humilier la Russie, ce qui est un discours quand même qui a été humilié là actuellement, qui est donc un discours comme si Poutine était la Russie et comme s'il y avait une sorte d'essentialisme russe qui aurait été blessé. C'est Macron. Et c'est pour ça que je soulignais le lien maintenu avec Chevènement, que cette enquête du Monde raconte très très bien, et avec Sarkozy. Qui a, lui aussi, totalement épousé les thèses, y compris sonnantes et trébuchantes, puisqu'il avait accepté de travailler pour une compagnie d'assurance d'un oligarque, du clan poutinien. Donc le vrai problème, il est là aujourd'hui, et que nous avons eu quand même dans un moment de vérité. La France présidait l'Europe au moment où cette guerre a commencé. Et quand on refera l'histoire, je ne connais pas la fin, mais quand on refera l'histoire du déroulement, on se rappellera que le président de l'Europe ne s'est pas précipité à Kiev. Et non seulement il ne s'est pas précipité, mais il a continué à blablater avec Poutine, au point qu'en russe ou en ukrainien, il y a un néologisme qui est macronite ou macronisé, ce qui veut dire parler pour ne rien dire ou pour ne rien faire. Et comme vous le savez, il n'ira à Kiev de façon éclair que dans un calcul électoral français au moment des législatives. Donc, il présidait l'Union européenne pendant 6 mois. Il y avait tout d'un coup un événement incommensurable, une guerre classique avec destruction de villes, d'hôpitaux, de quartiers civils et tout au cœur de l'Europe. Et le président de l'Union européenne, à ce moment-là, de l'Europe, escalité, faisant des petits calculs, se croyant plus que ça, n'a pas été au rendez-vous de l'histoire. Il n'a pas été, je ne suis pas le seul à le dire, il n'a pas été churchillien. Il n'a pas dit, mais là, on a un moment, là, lui qui cherche son moment historique, ben, il a godillé, etc. Et pour moi, c'est quand même un marqueur clé de ça. Et donc, avant de penser à de grandes arrière-pensées sur... Bien sûr que le business s'enrichit des guerres aussi, hein, donc, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a une réalité politique française. Nous avons aujourd'hui la présidence la plus prête à un compromis avec l'agresseur. C'est la nôtre.